En réalité, quand vous décidez de créer une alliance, c'est que normalement chaque citoyen pose son problème pour trouver son compte. Et comprenez une chose, quand les structures de l'alliance vont être mises en place, évidemment, c'est des questions qui vont être posées. Mais avant, si aujourd'hui je me mets à vous donner une réponse, bon, ce serait juste pour vous faire plaisir. Mais ce que je peux noter déjà, c'est des questions qui seront forcément traitées dans le cadre de la mise sur pied effective de l'Alliance. Toutes ces questions des députés, des élus, ce qui se passe aux frontières, tout le monde en parle. J'imagine que ceux qui vont faire les textes ne vont pas les oublier, et surtout les changements de régime vont forcément entraîner un certain nombre de changements sur lesquels je ne voudrais pas insister parce qu'ils seront forcément pris en compte. Al-Sini Moussa Diallo dit qu'il se considère lui comme citoyen des 3 pays. C'est une très bonne chose. Vous savez, quand le premier du Niger a été au Mali, il a dit que moi je suis nigérien dans une certaine mesure. J'ai vécu au Niger 1 an, en 1971, et je suis retourné reprendre l'école. Il y a des Maliens qui ont leur famille ici. Certains enfants font les études. Arrivés au niveau du lycée, ils vont chez leurs parents, ils continuent l'école. Et à la fin, certains sont des fonctionnaires de l'État malien, leurs parents, d'autres sont des agents ici. En réalité, nos 2 peuples sont déjà unis dans une certaine façon. J'ai dit le Niger, le Mali, le Burkina et le Mali, quand vous pensez à la frontière, c'est le même peuple en réalité. Vous savez, il vient de parler de Diapaga. Vous savez, au Mali, les gens croient que Diapaga, c'est là où on ne peut même pas arriver. C'est comme ça qu'on pense. Mais ceux qui connaissent la géographie, quand on te dit il est jusqu'à Diapaga, ça veut dire qu'il est très très loin. Dans un lieu où vous ne pouvez même pas vous trouver. Ça, c'est des termes qu'on a pris avec les colons. Les peuples sont unis en réalité. La plupart cherchaient à ce qu'on leur trace la voie. Et les 3 dirigeants viennent de tracer la voie. Le reste, poussez-les. Parce que je dis, les adversaires ont peur des peuples. Les dirigeants, ils viennent, ils passent, mais les peuples restent. Un dirigeant, il est là aujourd'hui, demain il peut ne pas être là. Ils peuvent le corrompre, le convaincre du contraire, et autre chose. Vous imaginez ce qui peut arriver. Mais quand les peuples sont dans une logique, personne ne peut les arrêter. Je vous donne l'exemple ici au Niger. Quand certains pays, en violation des règles internationales, ont estimé que eux, leur ambassadeur va rester au Niger parce qu'ils veulent. Mais quand le peuple nigérien a dit qu'il ne veut pas, les dirigeants, mais qui les a forcés? C'est le peuple qui allait le prendre, entourer les lieux. Pendant des mois, ils ont été obligés de rétropédaler. Mais s'il n'y avait pas le peuple, si seulement les dirigeants avaient parlé, mais ils allaient trouver les moyens de leur tordre la main. Mais quand le peuple s'est mêlé, ils ont été obligés de faire le constat de leur défaite cuisante. Et on a fait sortir cet ambassadeur nuitamment dans un véhicule banalisé, parce qu'ils avaient tellement peur du peuple. C'est pourquoi je tiens à la force du peuple. Nos dirigeants ont montré la voie.
Les peuples l'ont toujours voulu. C'est les dirigeants qu'on détournait. Aujourd'hui, on a des dirigeants qui veulent qu'on aille ensemble. Au moment de la constitution de cette alliance, je crois que beaucoup de problèmes vont être posés par les citoyens et ils vont trouver les solutions. Vous savez, ceux qui sont à la frontière, c'est des citoyens comme vous. Quand ils se rendront compte que l'environnement national ne permet plus, vous allez voir que ça va cesser. Mais les complaintes devant les présidents, les premiers ministres, certains les écoutent, mais ils vont continuer leurs affaires. Mais si un jour ils savent que personne ne peut le tolérer, et si quelqu'un le fait, ça ne peut pas rester impuni, ça va s'estomper petit à petit. Parce que ces hommes ne sont pas venus de nulle part. On était dans une société où vous parlez de leur cas, mais ce que les dirigeants faisaient, c'est révoltant si vous le savez. Je donne le cas du Mali, que je connais, mais on a le même pays, les mêmes hommes, les mêmes militaires, et des terroristes qui sont plus forts. Mais pourquoi aujourd'hui on les a chassés du Mali? Mais simplement parce qu'il y a eu de nouveaux dirigeants, on a un nouveau leader qui a une nouvelle vision. On nous a mis dans la tête qu'on ne peut rien. On nous a travaillé depuis l'enfance. Tout ce que tu fais, quand ils ne sont pas là-dedans, on dit que vous ne pouvez pas le faire. Mais on a montré qu'on peut le faire. Vous avez un moment, il y a des étrangers qu'on a enlevés chez nous. Pendant des mois, il y a eu des démarches. Mais un jour, 3 mois après, les forces spéciales maliennes ont organisé une opération spéciale. Ils les ont exfiltrés. Après 6 mois de détention, personne n'a eu... Ceux qui les ont pris en otage là, ils ont tous été dispersés et éliminés en très peu de temps, à l'aube. Et tous les otages ont été récupérés et rendus à leur nationalité. Mais les autres se sont demandé comment les Africains peuvent faire ça. Ils ont essayé de savoir auprès de nos services spéciaux comment ça s'est passé. On leur a dit que ça c'est le secret de la firme. On ne va pas les vendre à quelqu'un. Parce que dans leur idée, les Africains ne peuvent pas faire des opérations comme ça. Parce qu'on nous a mis dans la tête. Mais qu'est-ce que ces gens ont de plus que nous? C'est pourquoi j'ai parlé de confiance. Le fait de dévaloriser l'armée là, c'est une façon d'atteindre nos consciences pour qu'on dise qu'on ne peut rien. On amène les terroristes, on se débrouille pour mettre à la tête des États des gens qui deviennent des alliés objectifs des terroristes. Donc au bout de 20-30 ans, vous allez vous décevoir votre armée. Vous allez confier votre sécurité à l'étranger. Et on vous colonise d'une autre façon. Toute cette affaire de terrorisme, nous sommes convaincus que c'est une façon de recoloniser l'Afrique. Sous des aspects d'aide au développement, de ceci. Mais je donne le cas, le terrorisme était confiné au nord du Mali. Mais ça s'est étendu à toute l'Afrique. Alors qu'il y a 50 000 forces étrangères sur nos territoires. Le terrorisme ne fait que s'étendre. J'ai entendu récemment le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Il est allé au Ghana donner 600 millions d'euros. Mais 600 millions d'euros, ça fait près 40 milliards de francs CFA. Vous savez, il ne donne pas pour lutter contre les inondations, pour faire des routes. Non, non. Il dit que c'est pour lutter contre le terrorisme. Mais qui a mené le terrorisme là-bas? C'est eux. Donc, et les 40 milliards vont servir à acheter des armes chez eux. Pour venir le terrorisme qui est venu aussi de chez eux. Donc c'est lui qui cherche l'aiguille à son pied sur l'aiguille. Vous n'allez jamais la voir. C'est exactement ce qu'ils font avec nous. Donc tous les problèmes que vous posez, je suis convaincu que dans le processus d'élaboration, et pour asseoir les assises de l'AES, toutes ces questions vont être posées. Parce que sans ces questions, l'AES, c'est une intention des autorités aujourd'hui. Mais il faut avoir son organigramme, ses organes, quelle est leur mission, qui travaille là-dedans. Tout cela n'est pas encore fini. On est en train de travailler là-dessus. Nos ministres, et ça va être soumis aux dirigeants pour validation. Maintenant, mon frère dit que lui, son souci, ça c'est Ismaël Boré, lui, son souci, vraiment, c'est de voir Bamako.
Je voyais même les ministres maliens qui riaient. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y a au Mali, il y a des gens qui n'ont jamais vu Bamako. Vous savez, je fais rire les ministres souvent en leur disant que moi j'ai vu Bamako la première fois quand j'ai passé au lycée. Même les fruits tropicaux, là, quand tu quittes les Grands Nord, on ne les connaît pas. On voit dans les livres la mangue, la banane, mais arrivé au lycée, on a vu pour la première fois à l'interne. Il y en a qui pensaient même que les bananes, on les mange sans enlever la peau. Mais petit à petit, on s'est habitué. On ne parlait rien au nord du Mali, à part des papiers administratifs. Tout le monde était tourné vers le Niger. L'argent, les produits, tout ce qui circulait à Gao, c'était le Niger. C'est quand on a fait la route Sévaré-Gao que les Maliens du Nord ont commencé à réfléchir qui sont au Mali. J'ai dit souvent à nos amis qu'en Soreille, l'igname qui vient de Sikasso, on mange ça maintenant. En Soreille, il n'y a même pas de nom, ça n'a pas d'appellation. Parce que ça n'existe pas là-bas. Les premières ignames qui sont arrivées, c'est les voyageurs qui partaient au Ghana qui les amenaient. Donc le nom de l'igname en Soreille, c'est le nénuphar de Koumassi. Mais quand on a fait la route Sévaré-Gao, les gens ont commencé à comprendre que l'igname se cultive au Mali, dans une partie du Mali. Donc c'est pourquoi les communications sont extrêmement importantes. Je suis sûr que vous allez voir Bamako. Tôt ou tard, vous avez tous les citoyens de l'AES vont voir l'AES, tous les pays de l'AES. Au Mali, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'au nord, il y a des gens qui n'ont jamais vu Bamako, qui ne parlent pas la langue majoritaire au Mali, comme au sud du Mali. Mais moi, j'étais comme vous. Patientez, ça va arriver. Vous allez voir Bamako aussi. Je suis convaincu. Maintenant, le fondateur d'école, Ablaye, effectivement, nous a parlé de l'armée. Moi, j'ai toujours été convaincu, avant d'être Premier ministre. Parce que j'ai fait 11 ans en Europe. J'ai beaucoup lu de leur histoire. Toutes les sociétés organisées, toutes sans exception, elles sont organisées sur le modèle de l'organisation militaire. Le travail, la discipline, l'ordre. Quand ça n'existe pas, on ne peut pas construire un pays. Ce qu'on a amené chez nous, la démocratie qu'on a amené chez nous là, ce n'est pas la vraie démocratie. Hein. Ça c'est démocratie DCI, dénomination commune internationale. Mais l'original là, ils n'ont pas amené chez nous. Hein. C'est le DCI qu'on a amené chez nous. Ce n'est pas la démocratie. Mais dans ces pays, la démocratie, il faut comprendre pourquoi tu votes. Mais quelqu'un qui a faim, prenez chez nous par exemple, un ministre de la Défense qui détourne l'argent de plusieurs armes de combat. On tue les militaires, on les enterre dans les fosses communes. C'est lui et ses copains étrangers qui ont empoché les moyens qu'il faut pour acheter des hélicoptères et des avions de combat. Et il vient à la veille des élections, il va dans les zones de crise, il sort 1 milliard, il donne 500 000. Mais ma grand-mère à qui on propose 500 francs pour voter, mais elle va voter. Celle-là, elle ne connaît rien de la démocratie. Elle a voté parce qu'on lui donne de quoi payer 1 kilo de riz le jour. Mais chez eux, ça ne se fait pas. Vous ne verrez jamais un président, candidat en France ou aux États-Unis vous dire que lui, il va faire des puits, il va faire des ponts, il va faire ceci. Mais c'est le début de la corruption. Un homme politique qui cherche le pouvoir, c'est un agitateur d'idées. S'il commence à distribuer du matériel, c'est le début de la corruption. Parce que là où il distribue, c'est pour revenir recueillir leur voix pendant les élections. Ce n'est pas ses idées, mais c'est l'eau qu'il a donné à boire. Mais ce n'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est pour cela que moi, je suis convaincu que nos armées nous ont montré la voie. Ce n'est pas par hasard. Quelqu'un disait, Assimi Goïta, président, au lieu de dire la transition, il a dit président militaire. Mais il se sont mis à dire, mais c'est militaire. Mais qu'est-ce que ce monsieur a vécu avant d'être militaire? C'est surtout ça. Si vous regardez par exemple, dans l'espace politique, la jeunesse a été totalement corrompue, orientée. Les jeunes
les études approfondies, lire et écrire, ce n'est pas leur affaire. Ils cherchent l'argent facile. Même dans les armées, on a corrompu les gens. La corruption, la gangrène a atteint l'outil de défense. Et les autres se moquent de nos militaires. Moi, j'ai vu des généraux qui écrivent, oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils font ceci, ils font cela. Tout ça, c'est pour nous dévaloriser. Parce que quand vous dévalorisez votre armée, c'est le début de la décadence. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, l'armée, c'est la colonne vertébrale d'une nation. Les erreurs d'un chef militaire qui a le pouvoir, ça ne veut pas dire que ça, c'est l'armée. Or, chez nous, c'est le dénigrement de l'armée des militaires, c'est ce qui montre que tu es instruit. En oubliant qu'ils font les mêmes écoles que nous. Ils ont les mêmes diplômes. En plus du fait qu'ils étudient la stratégie. Mais on se bat de diplôme, on vient, on se présente, le bon français. Il y a des vauriens là qui vont, ils ne passent jamais aux examens, mais ils sont dans les bistrots en train de bûcher les formules lapidaires des français classiques. Quand ils viennent dire, ils parlent français, ça c'est du vrai français. Mais ils ne valent rien sur le plan du travail. Les Africains ont besoin du concret. Donc, vous savez, l'histoire, sa falsification est à la base de ce que nous vivons. Je vous donne un exemple. Les Touaregs, par exemple, et les Arabes au Mali, aussi longtemps que vous montez dans l'histoire, nos peuples ont été ensemble. J'ai expliqué qu'au XVIe siècle, il y avait des contingents uniquement composés de Touaregs, militaires, à la fin du pouvoir de Soni Alibert. Ils font des combats jusqu'à Fès. À la veille de l'indépendance, les colonisateurs ont voulu diviser le Soudan. C'est les chefs de tribus Touareg, Arabes et Sonrei qui se sont réunis. Ils ont dit aux colonisateurs, vous nous avez colonisés ensemble, nous voulons aller à l'indépendance ensemble. L'actuel, l'un des acteurs chefs terroristes chez nous, Al-Gaba Saga Intalla, son grand-père, c'était Attaher Ag-Ili. C'est son fils qui est Intalla. Al-Gaba, c'est le fils d'Intalla. Mais c'est Attaher Ag-Ili qui a été pris comme porte-parole de tous les chefs de tribus Touareg, Arabes et Soré en 1958. C'est lui qui a dit aux Blancs qu'ils ne veulent pas d'un État. Sinon, il voulait diviser le Soudan. Mais quand son fils vient nous sortir des histoires qu'ils ont demandé à ne pas être avec le Mali, qu'est-ce qu'on lui a enseigné? Il y a quelques gens non représentatifs, ils étaient 300, qui ont fait une lettre qu'ils ont envoyée à De Gaulle pour dire qu'ils ne veulent pas aller à l'indépendance, ils veulent être des musulmans français. Ou si ça ne marche pas, qu'on les rattache au Maroc ou à la Mauritanie. Mais ils ne veulent pas dans un pays, dans ce pays-là. Mais quand De Gaulle a eu cette lettre-là, de 300 personnes, mais ils l'ont classée, ils ne sont pas représentatifs. Les Touaregs, les Arabes, les Sonrei, les Peuls, ils ont toujours vécu ensemble. Donc quand on va sortir ce bout de papier qui a été rejeté par les autorités françaises, on vient le montrer à des jeunes de maintenant, pour leur dire que vos grands-parents ont toujours demandé à ne pas être avec les autres. Mais ils ne connaissent que ça. C'est une partie de l'histoire, une partie fausse d'air qu'on lui enseigne. Il faut donc connaître notre histoire. J'ai parlé des Touaregs et des Arabes qu'on a égorgés, ventrés à Guelok. Je disais, ça vous a fait rire, d'après nos parents ivoiriens, le cabri mort, là, s'il est déjà mort, que vous le mettez au frigo, vous le brûlez, qu'est-ce que ça change? Mais ils font ça pour les terroriser, pour dire ne soyez pas fidèles à l'État du Mali. C'est pour cela que j'ai dit aux Maliens que toute personne qui fait de la stigmatisation de son discours politique au Mali, c'est-à-dire nos frères arabes et Touaregs, parce que ton frère est tombé dans une embuscade au nord par des Touaregs, toi ton voisin Touareg arabe qui chez toi, tu t'en prends à lui. Ça c'est des ennemis indirects du Mali.
il faut le prendre et le donner au service de sécurité. Ce n'est pas parce qu'il est plat. Ce message-là de 2012, c'était destiné aux Touaregs et aux Arabes fidèles à la République du Mali. Donc il y a des ignares qui ne connaissent pas l'histoire. Moi je les appelle les ignares triomphants. Ils viennent bomber le torse dans les réunions. Ils disent qu'ils ne veulent pas du Nord. Ça c'est des gens demi-instruits. C'est pourquoi c'est bon de connaître notre histoire. Les jeunes militaires là par exemple, si vous remarquez, qui sont arrivés au pouvoir au Mali et au Burkina et même au Niger, c'est des jeunes. Mais eux, la chance, peut-être c'est une malchance, en tout cas c'est qu'eux ils ont vu. C'est pas parti des livres. Quand on a empêché des militaires de rentrer à Kidal, quand on tue, on remplaçait les militaires dans les fosses communes au Mali, alors que l'argent coulait à flot, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise. Quand un militaire meurt ici, est-ce que vous voyez les autres, si un meurt, même si c'est à la suite d'un accident, comme c'est arrivé ici, on l'amène à Paris, on organise des funérailles présidées par le président et on dit qu'il est mort pour la France. Mais les Maliens morts au combat, on les met dans les fosses communes. Ça, ce n'est pas par hasard. Et j'ai dit au président, quand je lui expliquais cette politique de 2 poids 3 mesures, il me dit, mais chez nous, il y a des gens qui sont perdus dans l'eau, ils ont été noyés. On ne peut même pas les compter. Dans les fosses communes, au moins, on peut compter les gens. Mais ceux qui sont noyés, on ne les compte même pas. Mais tout ça, c'est fait. Il faut que les Africains comprennent pour nous dévaloriser. Et ils trouvent des présidents qui viennent nous dire, hey, il faut faire attention, vous les militaires. Les terroristes là sont plus forts que vous. Ils sont plus aguerris. Il ne faut pas les combattre, sinon vous allez tout perdre. Mais ça, c'est être un allié objectif des terroristes. Donc la chance qu'on a eue, c'est que les jeunes militaires, ils n'ont pas besoin de lire des livres. Ils ont vu. Leurs promotionnaires qui sont dans la société civile, qui ont besoin de lire, ils ne sont pas dans ça. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de jeunes de 30 ans, 35 ans, 37 ans qui vont prendre ce risque de défier l'impérialisme international aujourd'hui. Un jeune intellectuel dans les écoles. Mais quand vous êtes sur le front, vous avez vu les doubles jeux, vous avez été victime de tout. Chez nous, les militaires prenaient des terroristes qui avaient des armes étrangères, des rations alimentaires, tout. On les met en prison. Les gens négocient avec des politiques à Bamako, on les libère. Quand ils sont libérés, ils font plus de dégâts sur les militaires. On le fait ici, on l'a fait ici. Des terroristes qui ont été libérés, ils vont faire plus de dégâts sur les militaires. Ou bien nos frères du Burkina, qui trouvent une forme ingénieuse, qu'ils ont appelé les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Mais en Europe, c'était comme ça quand leur pays était envahi, au milieu du XXe siècle. C'est les partisans qui ont rendu la vie impossible aux Allemands, en plus de la guerre. Beaucoup sont venus se taper la poitrine, ils ont participé à la guerre, mais arrêté, c'était des partisans, ce n'étaient pas des militaires. Mais quand c'est le Burkina, on dit non, ça c'est des miliciens. Ça c'est pour dévaloriser toute initiative qui ne vient pas d'eux. Nous on avait un président qui libérait les terroristes sur le perron du palais, mais il y avait des présidents africains qui se moquaient de lui. Quand il est tombé, eux-mêmes ils sont venus libérer des terroristes, et on les montrait au perron de la présidence, ils se vantaient. Heureusement qu'ils sont partis. Après, vous savez de qui je parle. Donc, il faut que nous connaissions notre histoire. Sans l'histoire, on va toujours nous tourner. Il faut que nous respections nos armées. Je dis c'est la seule fonction où ton chef peut aller dans une mission où tu peux mourir, mais tu ne peux pas dire non. Mais les autres, tu peux refuser d'aller. Mais on nous a travaillé pendant 30 ans, ne pas respecter les militaires.
On présente les militaires comme les tueurs de l'armée coloniale. Les gens qui n'ont rien étudié, en oubliant que les gens ils font des universités, ils font les écoles supérieures, ils font les mêmes études que tout le monde. Mais le simple de porter la tenue, on met dans notre tête qu'ils ne sont pas bien. Ça, c'est fait exprès. Chez eux, à tous les tournants historiques difficiles dans leur vie, c'est un militaire qui les a sortis de leur guerre. Eisenhower aux États-Unis, George Washington, De Gaulle en France, les deux personnalités les plus célèbres en France, illustres, c'est De Gaulle et Napoléon, c'est des militaires. Churchill, c'est un militaire. Staline n'était pas militaire, mais finalement il est devenu militaire, généralissimus. Mao, il n'était pas militaire au départ. Mais chez nous, on fait croire qu'un militaire ne peut rien. Et il y a des intellectuels africains qui gobent ça. Ça, c'est une technique pour le désorganiser. Perdre la confiance en l'État, c'est tout ce qu'il faut éviter. Pour le reste, Fatih Diallo dit qu'elle est venue voir le Premier ministre Choguel Mega de Vigie, il est là vivant devant vous. Elle est nigérienne de l'AES. Je suis très contente qu'elle dise qu'elle est de l'AES. La monnaie commune, j'ai dit au Mali, le Mali a déjà essayé sa monnaie. Donc frapper une monnaie, ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, nous avons emprunté un point de non-retour. Quand on fait ça, tirez les conclusions de votre histoire. Ceux qui ont créé les monnaies, comment ils les ont créées, quelles difficultés ils ont eu, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le même pied. Ça, c'est la réflexion stratégique. Laissez à ceux qui sont payés pour ça de faire ce travail, vous présenter un document. C'est ce que j'ai dit à des Maliens. Bon, dans la passion, on en veut, mais c'est stratégique. Chez nous, en Bambara, le président dit Beki Idjoyorala. En français, chacun n'a qu'à faire son travail. Quand un plombier veut aller faire le parachutisme, bonjour pour les dégâts, son pied va se casser. Et lorsque un biologiste qui élève et teste les serpents venimeux, il veut aller faire le chirurgien pour soigner les yeux des gens quelque part, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Laissez les financiers. C'est une question, vous ne pouvez même pas imaginer qu'elle est laissée comme ça. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Les ministères et les techniciens des finances et les chefs d'État. Quand ils vont finir cette question, parce que c'est qu'on veut qu'on dévoile tout ce qu'on est en train de préparer. Mais on ne va pas le faire. La meilleure façon d'échouer, c'est de dire à l'adversaire tout ce que tu veux faire. C'est pourquoi les autres avaient dit avant, l'Afrique, tel pays ne sera pas la vache laitière. Parce qu'on leur a dit ce qu'ils veulent faire. On ne va rien dire à personne. Le jour advienne que pourra, mais on veut que l'AES marche. Pour le reste, vous savez, concernant les Peuls, je ne vais pas éluder cette question. Moi, j'ai dit aux Maliens que moi, je suis un métis. Mon arrière-grand-père, quand vous le voyez, il est comme un arabe. Il a certains de ses enfants qui sont blancs, comme des tamashek. D'autres sont noirs comme du charbon, là. Ils sont même bleus. Il n'y a que les dents et les yeux qui sont blancs chez eux. D'autres ont des cheveux crépus, des vrais nègres, bien bon teint là. D'autres sont noirs, ils ont les cheveux lisses. Il y a un peu de tout. Donc quand tu viens chez nous, tu veux parler mal des tamashek, ou des Peuls, ou des Arabes, ou des Songoïs, tu ne trouveras personne pour t'écouter. Tu trouveras toujours des adversaires. Parce qu'on est un pays métissé. Et l'avenir appartient au métissage. Maintenant, qu'est-ce que ceux qui veulent détruire nos États ont fait? À chaque étape de la colonisation, ils choisissent un thème. La communauté Peul, c'est la plus nombreuse en Afrique. Elle va géographiquement du Cameroun jusqu'au Sénégal. Quand tu touches à un Peul, les chefs d'État qui ne sont pas instruits,
les jeunes Peuls qui ne sont pas instruits, ils se mettent tous là-dedans. Avec la pauvreté. Moi, j'ai écouté des interviews du président Ibrahim Traoré, où quand ils étaient au front, ils marchaient des villages entiers, il n'y avait rien. Les populations là, si quelqu'un vient, il leur distribue de l'argent en douce, il leur dit que ceux-ci sont vos ennemis, on va transformer leur idée. Il y a beaucoup de jeunes Peuls qui sont dans le terrorisme, ils ne savent même pas pourquoi. Moi, j'ai vu des présidents en Afrique qui se sont mis, parce qu'ils sont Peuls, à quitter le Burkina. Mais il y a un compatriote, je lui ai dit de lui poser la question, est-ce qu'il a des preuves? Vous savez ce qu'il nous dit, que lui l'a vu dans les réseaux sociaux. Mais ça, c'est quoi ça? Un président qui accuse un autre État à partir de ce qu'il a vu dans les réseaux sociaux, parce que lui, il est Peul. C'est fait exprès pour qu'on tombe là. Quand les colonisateurs sont venus, ils ont eu toutes les difficultés avec les Peuls. C'est des gens guerriers qui n'acceptent pas la soumission. Les colonisateurs pendant 70 ans n'ont jamais eu la paix avec les Peuls. Donc ils se sont dit, inoculons le venin. Parce que le sang, quand tu coûtes, c'est du venin. Les Peuls du Mali qui ont vécu avec les Dogons pendant plus de 1000 ans, ils se sont mis à les tuer. Au début, vous savez ce qu'ils faisaient? On tuait les chefs religieux Peuls et les chefs de village. 2015, 2016. Les premiers moirons ont fui, ils sont allés au Burkina. L'étape suivante. Donc quand tous les Peuls ont commencé à prendre peur, on va travailler le cerveau des jeunes, que c'est leur affaire. Maintenant ils viennent, ils mettent le feu, ils tuent les Dogons, ils courent pour aller se cacher dans les hameaux Peuls. Le Dogon dont on a tué le père est convaincu que c'est le Peul qui tue son père. Eux aussi, ils s'organisent, ils tombent sur des Peuls, ils les tuent. Une fois que le sang coule, c'est du poison. Et ce monsieur qui dit qu'il est Peul, ça s'étend jusqu'au Cameroun, jusqu'en Afrique. Tous les chefs d'État d'origine Peul se mêlent là-dedans. On a fait une affaire d'une communauté. En fait, c'est pour embraser l'Afrique. Des jeunes bergers Peul sont embobinés là-dedans. Dans l'EIGS, on les voit derrière leurs animaux. Il y a des ONG dont leur rôle, c'est de faire des enveloppes et les distribuer dans les nord du Mali et du Niger. Tous les mois, il y a des gens qui ne travaillent même pas. Ils ont tous les mois des enveloppes. On vient les voir. Ils vont voir des bergers qui n'ont rien. Ils leur donnent un peu d'argent, des armes. Ils recrutent d'un pays à l'autre. Comment vous pouvez comprendre cette histoire-là du Cameroun jusqu'au Sénégal? Les Peuls. Donc les gens par solidarité, les intellectuels, les avocats, les bergers, tout le monde rentre là-dedans. Ils disent qu'ils défendent leur communauté. Mais les autres aussi se défendent. Et dans l'armée, j'ai dit, quand vous êtes votre maison en train de brûler, vous n'allez pas vous demander qui a mis le feu. Vous désignez le feu d'abord. Quand le feu est éteint, en ce moment, vous allez demander. Quand le pays est en guerre, c'est très facile d'accuser les autorités. Je vous donne l'exemple. Moura chez nous, c'est une ville qui a fait des années. Personne ne peut rentrer. Un village. Encerclé, les femmes étaient enlevées, leurs enfants, les gens étaient esclavagisés. Un jour, l'armée malienne a monté une opération spéciale. On les a éliminés en grand nombre. On avait même pensé qu'on a pris leur chef. Le matin à 6h30, RFI a commencé. Que l'armée malienne est allée tuer. On a décompté plus du tiers de la population de Moura. Mais quel intérêt l'armée? Une armée qui se bat contre tout. Quel intérêt elle a d'aller tuer le tiers d'une population? Sauf à pousser les jeunes à prendre aussi les armes. Mais ça fait le tour. Il y a des gens qui se sont mis à entonner cela. Et on demande les témoins. Ils disent, oui, c'est avec des satellites. Je ne sais pas sur quelle orbite ils étaient, qu'ils ont pu voir. Ou bien un témoin qui aurait téléphoné.
Mais ça, c'est sérieux. On fait un rapport gros comme ça. On va le présenter à Genève. Nous avons dépêché notre ministre des Affaires étrangères et de la Justice. Ils ont donné un coup de poing à ce rapport faux qu'il a disparu dans les tiroirs. Il allait réapparaître à Genève pour nous accuser. Depuis qu'on a voulu exposer nos preuves nous-mêmes, que ce sont eux qui sont là-dedans, on ne parle plus de ce rapport-là, parce qu'ils se cherchent encore. Et on a trouvé des journalistes qui nous disent, non, exposez vos preuves. Mais nous ne sommes pas dans ça. Si on nous laisse exposer ces preuves-là, tous les Africains vont se révolter. Le terrorisme, tous les mouvements terroristes sont des créations organisées, sponsorisées, financées par les forces, par les services d'espionnage des pays étrangers. Tous sans exception. Maintenant, quand on embobine les gens, on met les pulls là-dedans. On avait dit aux Touaregs aussi là-dedans à un moment. Il y avait des Touaregs qui disaient que c'est la chair des Touaregs qu'on vendait dans les marchés à Bamako. On a sorti tout ça. L'État malien a voulu être attaqué pour génocide aux Nations Unies. Maintenant, avec les Touaregs, je pense que ça ne marchait pas parce que ça avait commencé à les réchapper. On s'est abattu sur l'épaule. Cette question, il faut l'aborder avec beaucoup de discernement. Et ne pas travailler à démoraliser les armes. Maintenant, il faut faire le discernement de toutes les parts. Du côté des militaires, du côté de la justice et du côté des peuples. Il faut leur expliquer. Moi, je suis peul à l'origine, en partie. Il y en a même qui disent que Maïga, là, que ça, c'est les oreilles qui ont usurpé chez nous, là, chez moi. Sinon, ma mère, elle est peul. Moi, j'ai dit, mon père, il a la tête crépue, je lui ressemble. Les filles répondent à leur mère. Donc, j'ai pu aussi me lever pour dire qu'on est en train d'emprisonner, tuer les peuls. On a manipulé des jeunes qui se sont mis dans le terrorisme sans le savoir. Quand vous reprenez aujourd'hui les militants, les gens de l'UIGS qui terrorisent les populations maliennes, c'est des peuls souvent qui sont allés recruter des jeunes bergers qu'on a recrutés. Eux-mêmes, ils ne savent pas dans quoi ils vont. Vous croyez que ce qu'on détruit avec les drones chez nous là, ils croient que quand ils viennent, ils vont mourir? Non, on les paye pour aller. Et ils pensent qu'ils vont en excursion. On les a mis en garde. Tous ceux qui viendront chez nous là, l'argent que tu as pris là, tu ne vas pas retourner pour manger. Beaucoup ne le savent pas. Il y en a, les drones les surprennent sous les arbres en train de fêter. On les bousille tous. Quand ils font des opérations, ils vont aller fêter. On doit les bousiller tous. Mais au début, ils ne savaient pas. On est en train de manipuler les Africains. Vraiment, il faut qu'on se ressaisisse. Il n'y a pas de problème ethnique chez nous. Il y a l'instrumentalisation des questions ethniques et religieuses. Vous savez, la religion et l'ethnie, c'est comme du poison quand vous rentrez là-dedans. Dès qu'on dit qu'on a tué quelqu'un à cause de sa religion, à cause de son ethnie, c'est terminé. C'est la même chose pour le problème des militaires. Vous dites les déserteurs. Vous savez, De Gaulle était un déserteur. Il a déserté, il a fui l'armée, on l'a condamné à mort. Il est allé se ranger aux côtés du peuple. Il faut toujours être avec le peuple. Donc un déserteur qui fuit l'embrigadement pour aller avec le peuple, c'est un patriote. Vous croyez que les militaires qui sont à la tête de nos États là, s'ils avaient dû faire un débat démocratique sur la place publique, ils vont arriver au pouvoir, ils ne vont jamais arriver au. Mais c'est des patriotes qui ont choisi de risquer leur vie, mais du côté du peuple. C'est pourquoi le plus important, c'est d'être toujours avec le peuple. Sinon, ça ne manque pas. Quand tu es déserteur, quand tu gagnes là, on dit que tu es un héros. C'est comme le voleur. Quand il arrive à voler, il s'en va là. Il n'est plus voleur, on dit qu'il est riche. Mais quand on le prend, c'est ce jour-là qu'il est voleur. Maintenant, nos rapports avec la Russie, vous savez, nos services compétents, ceux qui sont payés pour ça, ils travaillent là-dessus. Nos diplomates, nos chefs militaires de tous nos pays travaillent. Je crois qu'il faut les laisser faire le travail. Ce qui nous intéresse,
c'est que notre population soit mise en sécurité. Notre président, que je sais, téléphone directement à Poutine. Notre ministre de la Défense va là-bas, notre ministre des Affaires étrangères. Eux, ils sont payés pour ça. Quand ils vont faire leur travail, soyez sûrs, en tout cas, nous, on est confiants que c'est nos intérêts qui vont être défendus. C'est la même chose pour le Burkina, c'est la même chose pour le Niger. Je crois, récemment, il y a une grande tournée diplomatique dont vous avez tous entendu parler à la télévision, qui va donner des fruits. Notre objectif, c'est, comme le président Tchani l'a dit, transformer l'AES en zone de prospérité, au lieu que ça soit une zone d'insécurité. La CEDEAO, je termine par ça. Vous savez, à la CEDEAO, les gens ne sont pas autonomes. C'est d'autres qui décident et on donne des instructions. Bon, nous, on veut faire des choses plus sérieuses. Pour monter le manque de sérieux, il y a un président de la CEDEAO qui dit, en 2019, parce que moi j'enregistre tout, mais comment est-ce qu'il y a 50 000 hommes au Mali et le terrorisme continue de s'étendre? Je vois le même monsieur cette année, parce que les maîtres ont dit autre chose. Il dit, mais si la MINUSMA part, que va devenir le Mali? Le même va à Moscou. Il dit qu'il ne veut pas prendre des photos avec notre président, le président de Burkina Faso. Le motif, ouais, ils sont venus par coup d'État. Moins de quelques mois après, on voit le même président, il fait des selfies. Tantôt il est en veste, en pipao, avec un autre président qui a fait aussi un coup d'État. Mais celui qui t'a mis dans ça, il va dire que tu n'es pas sérieux. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Dans la CEDEAO, toutes les mesures qui sont prises contre le Mali et le Niger, elles sont illégales, injustes, iniques. Aucune loi ne leur permet de prendre les embargos. Ça n'existe pas. C'est interdit par la loi internationale. La Convention des Nations Unies sur les pays sans littoral, que le Mali a ratifié en 1987, interdit de prendre un embargo contre un pays qui n'a pas de sortie sur la mer. C'est pour ça leur fameux embargo, quand ils l'ont amené à l'Union africaine, où on a embobiné la mauvaise marchandise dans une bonne enveloppe, ils l'ont amené à New York, mais les Russes ont donné un coup de pied. L'embargo n'est allé nulle part. L'ONU a refusé parce que ce n'est pas légal. Mais dans la CEDEAO, la légalité n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de répondre aux injonctions du maître qui décide. La justice de l'UEMOA a donné raison au Mali, les chefs d'État ont dit qu'ils ne l'appliquent pas. Mais ça sert à quoi d'avoir pris les règles? Donc pour nous, tournons-nous vers l'AES, construisons l'AES. Quand ça va marcher, beaucoup vont chercher des visas pour venir chez vous. C'est le bon. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Premier ministre, chers frères. Ok, merci. Alors, on a plus de temps. Là-bas, il y a plus de 50 000 euros.